Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial. L'équipe de France est en finale de Coupe du Monde. Quel kiff, quelle joie renouvelée après celle de 2018, après 2006 et 98. C'est aussi la 4e finale de Coupe du Monde pour les Bleus sur les 7 dernières éditions. La performance, elle est extraordinaire, historique, et donc notre équipe de France aura l'opportunité de défendre son titre mondial dans quelques jours, dimanche, contre l'Argentine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, cette demi-finale contre le Maroc ? Déjà, elle était notable à plus d'un titre. Ouverture du score des Bleus au bout de 5 minutes. C'est la première fois que le Maroc se retrouvait mené au score. Et c'est un truc que je disais dans ma preview d'avant-match, à quel point est-ce que ça pouvait être problématique pour les Marocains, tactiquement, même psychologiquement, comment est-ce qu'ils réagiraient. Je dirais pas si mal que ça. Je trouvais un Maroc assez dangereux. Honnêtement, ce score de 2-0, il dit sans doute pas tout de la physionomie. Et aussi, c'était la première fois que l'équipe de France gardait un clean sheet, finissait un match sur cette Coupe du Monde sans encaisser de but. Mais il a fallu pour ça des performances individuelles de très très haut rang de certains, et aussi un Maroc qui a peiné dans le dernier tiers. On va reparler de tout ça, l'analyse tactique et approfondie de ce France-Maroc. C'est parti. Initialement, moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir des Marocains aussi, quelque chose qu'on disait dans la preview, sans Aguerd et vraisemblablement sans Saïs. Comment est-ce qu'ils allaient faire ? Bon, le choix qui a été fait par Regragui, je pense qu'à posteriori, on peut dire que c'était le mauvais, c'est de se dire que pour Saïs, ça allait le faire, il allait tenir, et du coup, il était titulaire, mais épaulé par deux gars, Eliamik, qui avait été excellent au dernier match contre le Portugal en quart de finale, et Dari en tant que défenseur central droit. Mais du coup, on se retrouvait avec un Maroc en 5-4-1. Mazraoui était là aussi, sortir à la mi-temps pour Atiala, lui aussi qui était un doute, une inquiétude potentielle. Mais du coup, on avait un Maroc en 5-4-1, avec au lieu d'avoir une pointe basse, Amrabat, et devant lui, Ounahi et Amala, c'était plutôt un tandem Amrabat Ounahi devant cette ligne de 5, avec bien sûr Ziyech et Boufal sur les côtés et En-Nesyri en pointe. Ce 5-4-1, il va changer au bout de 20 minutes. Le Maroc va repasser sur un 4-1-4-1 avec la sortie de Saïs, qui en fait, bon, il était trop blessé pour jouer. Et c'était déjà une première erreur. Et le Maroc sera bien plus dangereux dans sa configuration normale. Mais ce qui permet peut-être, ce choix de dispositif initial, le fait de mettre Saïs titulaire, ça permet en tout cas à l'équipe de France de prendre très vite l'avantage et de marquer le but de l'ouverture du score au bout de 5 minutes de jeu. Ce qu'on doit souligner là, c'est le très très bon travail d'Antoine Griezmann, son appel dans la profondeur, se retourne superbement, mais Eliamik est fautif. Bon, il avait fait un super match contre le Portugal, comme on l'a dit. Maintenant, ça reste un défenseur central de Valladolid, qui n'est pas un excellent défenseur sur l'ensemble de sa carrière. Ça, c'est plutôt ce qu'on attend potentiellement d'Eliamik. Et là aussi, bien sûr, le Maroc paye très cher, ce qui n'est pas du tout de sa faute, mais le fait d'être sans Naïef Aguerd pour ce match, ça c'est vraiment très très dur de rivaliser contre l'équipe de France en n'ayant pas T2 centraux titulaires, surtout quand il y en a un amoindri. En tout cas, Griezmann en profite. Petit ballon en retrait pour Kylian Mbappé. Ce but, je ne sais pas s'il vous rappelle quelque chose. Moi, il me fait penser à celui de Vinicius contre la Corée du Sud. Une équipe qui est très menaçante sur ce côté droit, qui a tellement de puissance axiale que ça monopolise l'attention de toute la défense. Mais du coup, il y a un gars qui est tout seul, isolé au second poteau, et le ballon va lui revenir. Je trouve que Mbappé se bat très très bien sur cette action. Il y a la première frappe, mais ensuite, quand ça revient dessus, il se bat, peut réenchaîner pied gauche. Ça revient sur Théo Hernandez, avec un peu de réussite pour l'équipe de France sur l'ensemble de cette action. Mais Théo Hernandez conclut superbement, vraiment la finition est à souligner. Et même s'il a commis quelques petites erreurs défensives, grosso modo, il a été très bon. Et ça, c'est aussi ce que t'apporte un défenseur gauche de la qualité offensive de Théo Hernandez, pouvoir même finir dans ses zones. On sait qu'il plante pas mal de buts avec l'AC Milan. Et en tout cas, l'équipe de France prend l'avantage très très vite. On semble se diriger vers une rencontre où ça va être très difficile pour le Maroc, qui est assez fébrile derrière. Walid Regragui et ses hommes qui se retrouvent menés pour la première fois dans un match de Coupe du Monde, sur cette campagne 2022. Et dans la foulée, 10 minutes plus tard, sur ce ballon de Konaté, qui a fait un match extraordinaire, on va y revenir, mais surtout sans ballon. Sur ce long ballon, Romain Saïs montre qu'il est blessé et pas du tout apte pour ce match. Il y a un rebond, il se fait battre, c'est pas qu'il se tient la cuisse sur la course, mais on voit qu'il est diminué. On le voit pas très bien sur le screenshot, mais si vous voyez l'action dans son ensemble, on voit qu'il est diminué. Giroud part dans la profondeur, déclenche cette frappe qui heurte le montant. L'équipe de France en 15 minutes pourrait être à 2-0 et ce serait pas un scandale, parce que ce Maroc est très très fébrile derrière. Du coup, 20 minutes de temps de jeu, Romain Saïs sort, il est remplacé par Amala, pas par un défenseur central donc, par un milieu central. Le Maroc retrouve son 4-1-4-1, et là d'un coup ça va beaucoup mieux.
on trouve des espaces intérieurs, le Maroc trouve des espaces intérieurs, et ce qui faisait la qualité de son jeu de préparation, c'est ces ballons obliques, tranchants, sur la phase de relance, avec Amrabat à la base, mais Amala, Ounahi, qui a été spectaculaire, même lui sur les 15 premières minutes, il faisait beaucoup de différence, mais il en a fait encore plus sur la première période. Une fois que ce trident était reformé, le Maroc a eu vraiment beaucoup plus de menaces avec ballon. Là, typiquement, super ballon trouvé, et hop, d'un coup, l'équipe de France, dans cet entrejeu, à 3 contre 3, réussissait pas trop à contrôler les Marocains, et c'était vraiment des situations dangereuses. Là, Amala peut lancer dans la profondeur Youssef Enesiri, et il faut un retour salvateur, un des 8 ou 9 ou 10 ou 11 retours salvateurs d'Ibrahima Konaté sur ces 90 premières minutes, pour empêcher le Maroc de revenir un partout, de se procurer une grosse occasion. À nouveau là, Ounahi, boum, ballon oblique pour Amala. Ça, c'est les choses qui ont été trouvées à partir du moment où le Maroc est repassé en 4-1-4-1. Donc vraiment une entame de match totalement ratée qui coûte cher, je pense, a posteriori sur l'analyse, le fait d'être parti pendant 20 minutes sur ce 5-4-1 avec 3 centraux, avec un gars blessé qui ne pouvait pas assurer. Bon, ça change quand le Maroc retrouve sa vraie assise. Et on voit là, Ounahi pour Amala, c'était la passe précédente, Amala pour Amrabat, et cet entrejeu français qui a du mal, qui était formé avec donc Youssouf Fofana qui prenait la place d'Adrien Rabiot, donc il y avait aussi de la recomposition chez les Bleus, mais qui a du mal à prendre le dessus dans cet entrejeu où le Maroc commence vraiment à être intéressant. Alors, Aurélien Tchouaméni a été pas mal pour le coup. Il y a eu des erreurs, il y a eu des choses bien, surtout avec ballon, il y a eu des choses bien. Cette percée où il va servir ensuite Kylian Mbappé, même si le Maroc était beaucoup mieux avec ballon en repassant sur son système à 4-1-4-1, en 4-1-4-1. En revanche, on a vu qu'il continuait à être fébrile derrière. Je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus. Bon, déjà, t'es sans Aguer et sans Saïs, donc sans tes meilleurs joueurs, ça fait une grosse différence, avec un Mazraoui un peu amoindri aussi. En plus, tu as commencé dans un système différent. En plus, 20 minutes après, tu rechanges de système et t'encaisses un but au bout de 5 minutes. T'es mené pour la première fois de toute la compétition. Donc même psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui expliquent cette fébrilité défensive marocaine sur la première demi-heure, sur les 45 premières minutes, et même qu'on a vu un peu tout au long du match, qui font que ce résultat, il est sans doute relativement logique, parce que même si le Maroc, je les ai trouvés très bons sur plein de choses, la finition et la protection de la surface, c'est peut-être le plus important sur le foot de tournoi, de sélection de Coupe du Monde, de Ligue des Champions. Et là, ils étaient nettement inférieurs à ce que l'équipe de France a fait. Équipe de France beaucoup plus tueuse et bien meilleure protection de sa surface de réparation, où il y a quelques performances défensives individuelles stellaires chez les Bleus. Bien sûr, comme on a dit, Konaté, entre autres. Alors que chez les Marocains, il y a sur les performances défensives individuelles, il y a plutôt que des gars qui sont passés à côté de leur match. En l'occurrence, Mbappé est lancé. Il est un petit peu en déséquilibre, du coup il ne réussit pas à mettre en retrait sur Giroud, mais ça c'est quand même une énorme situation générée par les Bleus. Derrière ça revient, encore avec Aurélien Tchouaméni qui aurait pu donner 2 passes décisives sur cette action. Ça revient sur Giroud, qui la gâche, qui la rate. Lui qui n'a pas fait un très grand match pour le coup. Même contre l'Angleterre finalement il n'était pas en très grande vue avant de mettre sa tête salvatrice. Mais ouais, peut-être un Giroud un petit peu en dessous, là qui rate en tout cas une très grosse occasion. En revanche, un gars qui a été phénoménal sur l'ensemble des 90 minutes, un des joueurs offensifs, on est habitué, mais c'est Antoine Griezmann. Je me demande si l'équipe de France va au bout, remporte ce mondial, où est-ce qu'on situera le mondial d'Antoine Griezmann parmi les grandes performances individuelles en Coupe du Monde. Le Griezmann de 2022, le tournoi qu'il a fait, sans ballon, et avec ballon, ça a été un joueur tellement complet. Et là, typiquement, il faisait très mal au Maroc par sa propension à se déplacer entre les lignes, à très bien reconnaître quand il y avait un espace, un gars qui lui tournait le dos et une possibilité d'infiltrer ce demi-espace, cette interligne. Là, Koundé qui joue sur Ousmane Dembélé et il reconnaît, c'est le moment pour aller plonger dans l'intervalle et il sera servi par un très bon ballon d'Ousmane Dembélé. Hop, magnifique, fait la différence sur El Yamik qui doit revenir, qui reviendra avec un tacle assez héroïque, mais un tacle un peu à double tranchant. Ce genre de situation que tu crées et que tu génères, que Antoine Griezmann génère, ça force un tacle qui est 50% du temps, c'est un tacle qui donne corner, 50% du temps, c'est un tacle qui donne penalty. Et Griezmann, ça l'a vraiment été impressionnant dans ce registre. Avec ballon, avec Konaté, avec Ibrahima Konaté, peut-être les 2 meilleurs Français, 2 des 3 ou 4 meilleurs Français, je pense qu'on peut le dire sans trop de risque de se tromper. Lui a été spectaculaire, je ne compte pas le nombre de tacles. Pourtant, le Maroc a continué à menacer, sur coup de pied arrêté notamment, où ils avaient la patte chaude et aiguisée, précise. Hakim Ziyech sur ce corner, c'est ce qui va donner le retourné acrobatique d'El Yamik, qui a
fuel qui son Giroud intérieur et ça aurait pu aller au fond, ça heurte le poteau. Coup franc excentré juste avant la pause, à nouveau tapé par Hakim Ziyech. Et là, il faut une sortie des 2 points du Lloris, mais très très menaçant, ce Maroc, sur ses coups de pied arrêtés. Donc, la France rentre à 1-0 au vestiaire. Moi, mon idée à ce moment-là, c'est, bon, on est dans une bonne situation parce que le Maroc, qui n'a jamais été mené sur ce tournoi, doit faire le jeu. La France, déjà, même à 0-0, laisser un petit peu le ballon au Maroc. Et ça peut nous convenir parce qu'avec leur fébrilité derrière, il suffit d'une transition offensive bien jouée pour qu'on passe à 2. Par contre, attention, parce qu'on a montré nous aussi de la fragilité derrière, et si ça repassait à un partout, les cartes seraient totalement rebattues, parce que la physionomie du match changerait fondamentalement. Là, on retrouverait le Maroc en bloc bas, médian, 4-1-4-1, qui abandonne la possession. Et ouais, finalement, on a très peu vu le Maroc qu'on a vu contre l'Espagne, contre le Portugal sur ce match, pour une bonne et simple raison. Je vais revenir à toutes ces choses-là tout à l'heure. Pour une bonne et simple raison, c'est que le Maroc termine avec 60% de possession, un truc comme ça. Pour rappel, c'était la 31e équipe sur 32 des sélections engagées sur ce mondial. Elle avait 32 ou 33% de possession en moyenne. Elle finit ce match à 60. La première mi-temps, c'est 55, 56. Il y a un passage entre la 45e et la 65e à peu près, le Maroc est à 74,5. Ça, pour moi, c'est le moment où on a le plus souffert. Là, on a vu une équipe de France un peu contre l'Angleterre qui avait ses 50-60 minutes où tu prends vraiment la tempête. Là, ça m'a un petit peu inquiété. Mais voilà, peut-être 2-3 situations que je voulais montrer ici sur le rush de Kylian Mbappé. Bon, la France montrait qu'elle avait quand même des armes pour aller exploiter les grands espaces en transition offensive, etc. Mais moi, ce qui m'a un peu chagriné sur cette course, j'ai fait un petit coup de gueule sur Twitter, ça vous a peut-être marqué aussi à quel point c'était mal filmé. Vraiment, la réalisation, si on veut montrer la vitesse de Kylian Mbappé, il y a juste à laisser un plan large. Un plan large, ça suffit, tu le vois faire la différence avec son vis-à-vis, en l'occurrence avec Amrabat, ça aurait été très très clair. Et là, on nous met 3 plans du coup. Un plan large, un plan resserré où on n'arrive même pas vraiment à cadrer Mbappé, on doit deviner un petit peu ce qui se passe, et le plan large à la fin où il a pris le dessus là. Mais franchement, ce mondial, je le trouve très très mal réalisé et un peu à l'image des matchs de Ligue 1 qu'on vit bien sûr tous les week-ends où il y a trop de plans, trop de zoom, un truc dont je parle depuis des années sur la chaîne. Et c'est vraiment dommage parce qu'en l'occurrence, cette action aurait mérité une meilleure réalisation. Voilà, coup de gueule terminé, on repasse au jeu où j'ai vu du Maroc menacé sur cette reprise, sur la reprise de la seconde période, début de seconde période. C'est peut-être leur plus gros temps fort et notre plus gros temps faible, comme je l'ai montré, celui où on a 25% de possession sur à peu près 20 minutes. Ils ont menacé notamment dans cet espace avec l'entrée d'Atiala, je l'avais trouvé très très bon contre le Portugal. Je trouve qu'il fait une très bonne entrée ici aussi, meilleur que Mazraoui, qui était sans doute un peu gêné aussi. Mais là, sur cette passe intérieure, boum, il est trouvé là, Koundé est battu, et il faut un retour, mais absolument salvateur, d'Ibrahima Konaté. Le tacle, il est magnifique pour empêcher En-Nesyri de le pousser dans le but vide. Je trouvais que la France a vraiment trop reculé sur cette période, et c'était visible sur la position moyenne, aussi sur les indications, le langage non verbal de certains gars. Antoine Griezmann, là, qui indique à Olivier Giroud et à Kylian Mbappé qui marchent tête baissée, les gars, il faut presser, il faut un minimum d'activité sur le porteur, sinon on va se retrouver à défendre dans notre surface de réparation jusqu'au coup de sifflet final. Et là, c'était vraiment insupportable et insuffisant pour l'équipe de France, où on avait, comme le disaient les commentateurs, un Antoine Griezmann en mode défenseur central qui repoussait des ballons de la tête dans ses 16 mètres. Ça, c'était inacceptable et pas suffisant pour les Bleus. C'est une période où on s'est fait peur et où je trouve que le Maroc a montré qu'il pouvait nous faire très très mal. Honnêtement, comme je le dis, ce score de 2-0, il dit pas tout de ce qui s'est passé sur cette rencontre. Ça, c'est donc la période dont je vous parlais, de la 45 à la 65e à peu près, là où on voit Griezmann lever la main. 74,5% de possession pour les Marocains. Alors, ce qui leur a coûté du coup, notamment sur cette période, c'est le fait de ne pas avoir de meilleures cartouches, de meilleures munitions dans le dernier tiers. Youssef En-Nesyri qui sort là, qui est remplacé par Amdallah et par Aboukhlal. Combien de ballons touchés pour Youssef En-Nesyri en 66 minutes? Peut-être que vous l'avez vu passer, j'en ai fait un petit tweet dans la foulée. En 66 minutes, 3 ballons touchés par Youssef En-Nesyri. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Mauro Icardi, ses pires heures au Paris Saint-Germain, il touchait plus de ballons que ça. 3 ballons touchés en 66 minutes, dont un, celui-ci, c'est forcément l'engagement de la première ou de la seconde période, ou après le but. 3 ballons touchés. Je veux dire, ses coéquipiers, Bouffal, il en touche pas beaucoup, mais il en touche quand même 10 fois plus. Ounahi, il en touche 30 fois plus. Olivier Giroud, qui n'a pas fait un grand match, 25. C'est pas ouf, hein, 25, c'est peu.
mais par exemple Marcus Thuram qui fait une très bonne entrée, c'est 22, mais Youssef En-Nesyri en 66 minutes, alors que le Maroc est à 60% de possession à peu près sur ces 66 minutes, 3 ballons touchés. Vrai manque de tranchant et de solutions dans le dernier tiers pour le Maroc. Aussi parce que les défenseurs centraux français ont fait un gros match, mais je trouve que ça aussi, ça permet de montrer la différence qu'il y avait entre l'équipe de France et le Maroc sur ces 90 minutes. C'est la qualité de leurs entrants. En-Nesyri sort, mais Hamdallah ne fait pas une bonne entrée, Abou Khlal non plus, alors que Marcus Thuram et bien sûr Randal Kolo Muani ont été énormes. Marcus Thuram, franchement, très bonne entrée. J'étais pas forcément un grand fan de le mettre à gauche et Mbappé en tant que pointe. Il y a eu plusieurs situations où du coup Mbappé n'était pas servi, il y avait de la menace à mettre sur le côté, et je comprends l'idée de vouloir forcer un peu sur les centraux, peut-être qu'il allait y avoir plus d'espace en plus, avec des transitions à jouer, mais Marcus Thuram a vraiment fait le job sur le côté, donc finalement ça n'a pas été un trop gros point de chagrin personnel, et Randal Kolo Muani, alors sur le coup je me suis pas rendu compte à quel point il marque vite après son entrée en jeu, petite devinette, vous pensez il marque combien de temps après l'entrée? Ça c'est 78-09, c'est le moment où il entre sur la pelouse. Le moment où le ballon franchit la ligne, 78-40 et quelques. Ça c'est le début de l'action avec Marcus Thuram d'ailleurs qui est impliqué dessus, sur le côté gauche. Et finalement il met à Mbappé Mbappé, ce qu'il fait là sur cette action, d'ailleurs il a mis un très bon ballon pour initier l'action, super petit contrôle orienté pour initier l'action, ensuite la passe sur Thuram, mais là cet enchaînement de dribbles, je me dis il va marquer le but du mondial. On a un petit peu de réussite parce que la frappe elle est déviée, même beaucoup de réussite, et Randal Kolo Muani le pousse au bout, 78-48, donc c'est quoi, c'est 40 secondes après son entrée en jeu, un truc comme ça. Entre les entrées de Thuram et les entrées de Kolo Muani, bon, c'est ça aussi qui fait la différence pour l'équipe de France, qui n'avait pas forcément le meilleur banc de la compétition, mais là, les entrants de Didier Deschamps ont été couronnés de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on a l'équipe de France en finale de Coupe du Monde, les Bleus qui peuvent réaliser l'exploit dans quelques jours de remporter 2 Coupes du Monde consécutives, quelque chose qui est arrivé seulement 2 fois dans l'histoire, 34-38 pour l'Italie et 58-62 pour le Brésil, donc la dernière fois que c'est arrivé, c'est littéralement il y a 60 ans. L'histoire est en face de nous. France-Argentine en finale, on va pas se mentir, c'est une affiche magnifique. La revanche de 2018, du 8e de finale de 2018. Un match que moi j'imaginais en 8e de finale de cette Coupe du Monde-là. Et magnifique rencontre. La petite finale Maroc-Croatie, c'est aussi la première journée de ce groupe. C'était quoi? C'était le groupe F du coup, si je me trompe pas. C'était Maroc-Croatie, ça avait fini 0-0, on va voir ce que ça donne. Et voilà, forcément, félicitations aux Marocains pour le tournoi, pour ce match où ils nous ont mis en grande difficulté aussi. Franchement, il y a eu des séquences qui ressemblaient un peu à l'Angleterre, où on a beaucoup souffert, il a fallu super bien protéger la surface. Donc bravo au Maroc pour leur très grand tournoi. Et bien sûr, ils auraient préféré jouer la finale, mais la perspective d'aller accrocher cette 3e place, c'est quand même une belle carotte. C'est forcément pas le truc qu'on retient le plus de chaque Coupe du Monde. Mais quand même, une 3e place pour ce Maroc-là, ce serait une des énormes performances en Coupe du Monde de ces dernières années. Donc voilà, on se retrouve. Donc il y avait mon prono Maroc-France qui est sorti il y a quelques jours. J'avais dit victoire 2-1 de l'équipe de France. La France qui marque en premier. Bon, ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Demain, il y aura mon prono de France-Argentine. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais je vais essayer de vous le sortir le plus vite possible. La preview de cette finale de Coupe du Monde Argentine-France. Les gars, on y est. On va jouer ce match incroyable et trop hâte. Voilà, j'espère que cette rapide analyse vous aura plu. Il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Sur les performances individuelles, peut-être dites-moi celles qui vous ont le plus interpellé, les Français qui vous ont le plus plu. Moi, à chaque fois je finis ces rencontres, j'ai genre 3 ou 4 pages de notes. Mais voilà, là on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc obligé de synthétiser au maximum. Je vous ai parlé des trucs qui vraiment doivent être évoqués. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. On se retrouve très vite, dès demain, pour la preview d'Argentine-France et pour plein d'autres vidéos Coupe du Monde qui arrivent très vite. Prenez soin de vous et bonne soirée, bonne journée. À demain. Bisous.